Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est Patrick Lenga de la chaîne 88.3 FM, ici à Cincinnati, Ohio, WIF à Cincinnati. Et je suis avec Monsieur Eddie Dichevet. Bonjour Eddie. Ah, bonjour monsieur. Ça fait longtemps qu'on fait. Très longtemps. Et bien sûr qu'il fait très froid dehors, nous sommes là à Cincinnati, Ohio. Et on voulait quand même vous poser certaines questions sur la situation du pays qui se passe dans notre pays, la RDC, la Democratic Republic of Congo, comme on dit. Donc, comme vous l'avez constaté, bien sûr, et comme le public le sait, nous sommes en train de traverser une situation un peu compliquée du fait que le current president, le président courant, a pratiquement, son mandat est déjà terminé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit dans l'Est, que ce soit à Kinshasa, que ce soit un peu par-ci, par-là. Voilà, la parole. Bon, je dirais encore une fois merci. C'est une première occasion de se parler ainsi. Et je pense que moi, c'est un avantage pour nous de se dire un petit mot, surtout que nous sommes dans la même ville. Je pense que la situation au Congo, tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais nous ne connaissons pas très bien les détails des engagements personnels et individuels de gens à propos de cette situation. Nous savons très bien que depuis 2016, décembre 2016, le président n'était plus au pouvoir. Il était censé quitter et le mandat était fini. Voilà. Mais nous nous sommes lancés dans le dialogue pour essayer de négocier. Bon, ce n'était pas une mauvaise idée, mais essayer de négocier quand même pour avoir une passation un peu plus calme, plus légale, plus silencieuse. Mais ça lui a donné un peu plus de souffle. Et nous sommes maintenant arrivés au point où nous devons réaliser qu'il n'y a pas de solution avec Kabila. Il doit nécessairement partir par la force, que ce soit une force militaire, que ce soit une force populaire, mais il doit partir. Et c'est ça, en quelques mots, la situation que nous trouvons, dans laquelle nous trouvons dans le Congo. Voilà. Le 31 décembre est déjà passé et nous sommes pratiquement presque au milieu presque au milieu du mois de janvier. Et on continue toujours à avoir une résistance de sa part. La communauté internationale, il y a eu certaines communications par-ci et là, mais nous n'avons pas encore vu une réaction concrète. Nous sommes aux États-Unis, nous n'avons pas encore vu une réaction concrète aux États-Unis, juste a few things here and there. Excusez-moi. Je comprends. Ouais. Alors la question est celle-ci. Qu'est-ce que quand il s'agit des leaders comme vous, en tant que upcoming president, M. Eddie Dichevet qui bientôt va aussi poster sa candidature, what should we expect en tant que peuple ici à Diaspora à Cincinnati, en tant que peuple diaspora aux États-Unis et en tant que le peuple qui se trouve au pays en RDC, what should we expect? Bon, premièrement, nous avons un avantage. Le fait que nos parents n'ont pas vécu à l'étranger comme nous. Nous connaissons qui est qui, nous savons où se trouvent les portes diplomatiques et nous savons comment parler en secret et accomplir des grandes choses. Mais nous avons remarqué pendant un certain temps que quand nous parlons avec les diplomates ici, avec les politiciens, ils ont tous la même parole. Ils ont tous le même mot. Ils disent que nous vous viendrons en aide après votre engagement. C'est-à-dire qu'ils veulent nous aider, mais il faut d'abord que nous, en tant que peuple congolais, fassions quelque chose. Ok, pas plus précisément, mais juste pour avoir une idée, il y a quand même une démarche, que ce soit nos frères qui sont en Europe, que ce soit nos frères qui sont ici aux États-Unis, il y a quand même une démarche, mais j'ai l'impression que nous arrivons à un niveau là où peut-être les marches seules ne fonctionnent pas bien et sans peut-être mettre trop de détails sur ce qu'on devrait faire. Y a-t-il d'autres stratégies? Bien sûr, nous n'avons qu'à faire l'étude de ce qui s'est passé avant nous. L'exemple que j'aime souvent donner, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud. Ils ont eu l'apartheid, ils étaient sous occupation et la population noire était complètement sous abjugation de la race blanche. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont combattu silencieusement et avec violence. Okay? Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? On a vu que Mandela, qui était en prison, qui était un prisonnier, il a pu quand même réussir à poser sa candidature à devenir président en Afrique du Sud. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait comme action? Ils ont fait cette action qu'on appelle des actions continuelles. Voilà. Sans arrêt. Consistante, sans frein. Oui. Quand vous mettez une pression continue, le pouvoir en place ne peut que réagir à la fin. Voilà. Okay? Alors ce que nous demandons, moi en tant que politicien et d'autres,
demande des actions que on n'a pas les monopoles d'intelligence, mais il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre sur papier et comprendre lesquelles sont les meilleures pour avoir des actions continuelles. Entre autres, ce sont des actions politiques. Hein, premièrement, négliger ce pouvoir en place. Voilà. Dire d'ailleurs que ce pouvoir n'existe pas. Voilà. Qu'on ne peut pas être gouverné. Qu'il faut refuser toute forme de gouvernance. Okay, que ce soit payer vos impôts, payer vos courants, payer vos factures. Il faut refuser parce que ce pouvoir n'existe pas. Voilà. Deuxièmement, il faut aller du côté social. Pourquoi devons-nous aller à l'école aujourd'hui au Congo? École primaire, école secondaire, école universitaire. Pourquoi? Parce que Kabila n'est pas au pouvoir, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas de Parlement. Il faut nécessairement demander qu'il y ait des mouvements pour forcer les étudiants à rester à la maison. Voilà. Okay? Et autre chose, on parle de sport, on parle des églises qui contribuent à cette déchéance. Pourquoi devons-nous continuer à laisser ça, à laisser les matchs se jouer au stade du Vama, au stade Camagnola? Pourquoi? On doit mettre fin à cela. Et c'est ça des actions que nous appelons des actions continuelles, des actions qui peuvent pousser le régime à partir, à réagir, mais pas seulement Kabila, mais tous les gens qui sont autour de lui. Et c'est ça que nous demandons. Voilà, comme vous aviez parlé, j'en avais deux points. Pratiquement, c'est Kabila devrait partir d'une façon ou d'une autre, que ce soit par, vous avez mentionné le mot violence ou pas. J'ai toujours constaté que le peuple congolais, nécessairement, n'est pas un peuple violent, n'est-ce pas? Et si il fallait que le peuple congolais devienne comme le peuple sud-africain, la violence au Congo, c'est quelque chose d'un peu de nouveau. C'est quelque chose qu'on voit, à mon avis, c'est quelque chose qu'on voit juste maintenant. Et souvent, on voit dans les médias, dans le Facebook et tous les social media, il y a le peuple congolais qui est sur place, qui n'ont pas toujours accès à ces réseaux sociaux et qui, des fois, demandent au peuple congolais diaspora, qui ont tendance à beaucoup parler, à beaucoup dire ce qu'il faut faire, mais ceux qui sont au Congo-Kinshasa, au Congo en RDC, sentent comme si c'est un peu difficile de réagir quand ils sont sur place, puisque ce sont ceux qui sont attaqués, ceux qui sont concernés en premier. Comment convaincre à nos frères qui sont dans le pays que voilà, nous sommes là, nous sommes en train de pousser la situation, mais nous sommes loin et c'est vous qui êtes en première place. Il y a une petite désaccord. Bien sûr, bien sûr. Bon, je dirais que ce sont des rumeurs qui passent sur Internet que les gens de la diaspora sont un peu déconnectés. Voilà. C'est qui n'est pas vrai. Parce que moi, au moment où je vous parle, dans mon parti, j'ai des gens qui sont en prison. Je viens d'avoir le leader de la jeunesse qui a été enlevé par la milice de Kabila. Voilà. Il a été attrapé vers Djili, lâché vers Matete, injecté par je ne sais quoi. Il se trouve aujourd'hui en Angola. Voilà. Okay? Pourquoi les gens pensent que nous ne sommes pas sur le terrain, il n'y a pas d'action? Il y a ce qu'on appelle en anglais un disconnect. Voilà. Parce qu'ils nous voient ici, ils ne comprennent pas que nous avons des équipes. Voilà. Des équipes qui sont en danger. Okay? Et nous avons des équipes partout au Congo. Ces gens qui croient en nous doivent être mobilisés. Mais il n'y a pas la permission de mobiliser au Congo. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a aucune permission de mobiliser à part pour le PPRD. Aucun parti politique ne peut se rassembler aujourd'hui au Congo. Donc, par exemple, comme ici aux États-Unis, quand vous voulez faire une marche, on vous donne une permission de faire une marche. Bien sûr, il n'y a pas de permission pareille au Congo. Alors, tout ce que nous avons, c'est la force de la parole. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui parlent sur Facebook, sur Internet. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Alors, la force de la parole, ça fait quoi? Il faut d'abord aller par des stratégies, comme je viens de vous donner. Voilà. Mais il faut aussi mobiliser les autres politiques qui sont sur le terrain, qui peuvent aussi avoir un micro beaucoup plus grand que le vôtre. Voilà. Et s'ils comprennent vos stratégies, comme la CELCO a compris les nôtres, ils ont pu quand même tirer quelques stratégies de notre plan. Ils ont lancé ça sur télé, sur radio. Mais nous demandons une plus grande participation. Parce que personne n'a le monopole d'intelligence. Il faut se mettre ensemble par des idées, mais pas par... Comme moi je le dis toujours, par les rassemblements. Parce que les gens qui se rassemblent ne sont pas les mêmes. Voilà. Nous avons des opposants, nous avons des gens de la majorité qui se mettent ensemble, qui n'ont pas les mêmes idéologies. Voilà. Et ça, c'est un problème. Et quand il s'agit, puisque bien sûr, quand il s'agit, nous sommes aux États-Unis, nous sommes la diaspora, je suis la diaspora congolaise. Voilà. Comment impliquer dans ce, je vais le dire, dans ce combat, dans cette force qui se met contre peut-être la force qui se trouve à Kinshasa pour le moment au pays. Je ne suis pas sur place, je ne suis peut-être pas de votre parti, quand je parle de moi, bien sûr, en général. Bien sûr. Mais devrais-je m'impliquer d'une façon financière? Que puis-je faire? Comme je dis
il y a quelques minutes, c'est la force de la parole, la force de l'organisation, la force de se mettre ensemble par des idées. Moi, je vous dis sincèrement que si j'avais posé une candidature il y a 35 ans, 40 ans, je ne serais pas connu par même 10 personnes. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas la force digitale. Aujourd'hui, nous avons cette force digitale. Pourquoi ne pas l'utiliser? Voilà. Pourquoi ne pas... Les gens disent toujours que vous devez être sur terrain. Vous savez que sur terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent Kinshasa. Et comment pouvez-vous vous connecter aux gens qui sont à Mbandaka, à Kisangani, au Kivu, à Lumbashi? Il faut utiliser les mêmes moyens. Voilà. Donc être à Kinshasa, c'est comme être dans la diaspora. Voilà. Donc auparavant, nos parents, les Tshisekedi et les autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils devaient faire des voyages chaque jour pour mobiliser. C'est plus le même cas. Voilà. Voilà. Il faut simplement comprendre que vous avez une force qui est beaucoup plus grande que le passé. Voilà. Alors nous allons un peu changer de sujet et disons, nous projetons peut-être 5 ans ou 10 ans un peu plus tard, Edi Dichene est maintenant président. Qu'est-ce qu'Edi Dichene va faire de différent? Juste pour donner un peu une idée aux gens. Je dis toujours que je parlais de nos parents, voilà, qui avaient commencé la politique comme des autodidactes. Ils ne comprenaient rien de la politique. La plupart de nos parents, ils ont fait une politique autodidacte. Parce qu'ils ont fini l'école, souvent dans les années 60, et ils se sont lancés dans la politique. Ils n'avaient aucune expérience professionnelle. Voilà. Moi et toi, nous avons une différence. Nous avons commencé la politique à la fin de nos carrières professionnelles. Nous avons acquis beaucoup de connaissances professionnelles. Nous savons comment appliquer ça rapidement. Et nous avons aussi appris par la connaissance professionnelle qu'on a grandement besoin des autres, beaucoup plus que de vous-même. Okay? Nos parents se croyaient les centres des activités. C'est pourquoi on avait toujours des héros nationaux. Mais nous avons plus l'idée de mélanger nos connaissances, de mélanger nos expertises, d'avoir des partenariats. Le monde est global, l'économie est globale. Voilà. C'est ce qui va faire de moi une force. Parce que je ne me sens pas comme un héros national, je ne me sens pas comme une personne qui connaît tout. Je me sens beaucoup plus comme quelqu'un qui peut gérer facilement, qui peut mettre les gens ensemble, qui peut mettre des connaissances ensemble et avancer. Mais dans tout ça, ce que moi je prône, c'est quoi? C'est que nous savons ce qui a marché dans notre pays. Il y a des cas études et tout. On peut les appliquer facilement. Et moi, principalement, je compte l'appliquer en 3 phases. Une phase qui est l'agriculture, la pêche et l'élevage, qui va nécessairement forcer les gens à s'inculquer dans la force de la nourriture. Okay. Comment non seulement planter, mais comment récolter, comment mettre en boîte, comment exporter, comment faire la marchandise. Tout, l'autosuffisance. Okay. Parce que de là, on se connecte maintenant à ce qui est la deuxième phase, okay, la technologie. Voilà. Okay. Parce que nous sommes dans un monde digital, où tout est digital aujourd'hui. Nous devons nécessairement nous impliquer dans la technologie. Et aussi, la troisième phase, le tourisme. Parce que quand nous recevons les gens dans notre pays, au Congo, nous ne savons pas que faire. Nous ne savons pas comment le recevoir, comment faire ce qu'on appelle le service. Voilà. Le Congolais n'est pas fort en service. Le Congolais ne sait pas comment servir les autres. Okay? Et ça s'apprend. Et dans tout ça, vient quoi? Vient les autres phases qui sont connectées à ces 3 phases. Quand vous recevez quelqu'un comme un touriste, qu'est-ce que vous faites? Vous devez avoir un pays qui est sécurisé, la police, comme on dit en anglais ici, le service de secours. Parce que si un touriste tombe malade, il faut qu'il soit sécurisé. Et c'est ça qui fait de nous une autre force. Je me suis dit que j'ai pris un peu long, mais c'est ça le programme, donc ça prend du temps pour expliquer. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est un très bon sujet. Vous avez bien répondu aux questions, vous avez expliqué les 3 phases. Nous avons déjà dépassé un mandat. Donc c'est fort possible que si Dieu le veut et si tout se passe bien, il est fort possible que Kabila ne soit plus là. Et ça veut aussi dire qu'il est fort possible que votre candidature peut aussi être là et il est aussi fort possible que vous soyez le président. Donc il y aura une procédure immédiate. Dans l'immédiat, quelles sont les résolutions que vous allez prendre immédiatement dans le Congrès? Puisqu'il y en a des milliers. Je dois avoir corrigé une chose. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de, comme j'ai dit au début, boycotter le côté social, économique et politique dans ce que nous faisons. Voilà. Donc je ne suis plus candidat au moment où je parle. Parce que je me suis dit, voilà, si nous devons boycotter le système, nous devons boycotter le système en entier. Voilà. Okay? Nous devons nécessairement négliger tout ce qui est gouvernance au Congo. Donc au moment venu et que je redeviendrai candidat, et que comme vous avez demandé qu'est-ce que je ferai en premier, vous savez, ce qui nous manque au Congo, c'est quoi? C'est une étude. Une étude, que ce soit scientifique, technologique ou n'importe quoi, avant d'agir. Nous agissons avant d'étudier. Voilà. La première chose que moi je ferais, c'est ça. C'est appliquer une étude complète de nos besoins. Et ça va prendre combien de temps, puisque votre mandat, ça sera un mandat, je pense, de 5 ans?
Ouais, les études sont faites rapidement. Hein, dans quel sens? Si nous pouvons partager non seulement nos expertises, mais aussi notre savoir-faire, nous pouvons le faire rapidement. Chaque coin du pays, que ce soit l'Équateur ou n'importe quoi, ont des différents besoins. Nous devons d'abord étudier, parce qu'il y a comme des documents, les Belges en ont beaucoup, ils ont fait des études, mais nous devons faire des nouvelles. De quoi un certain coin a besoin avant d'agir. Nous devons être très très patients. Parce que souvent, ce que nous avons fait dans le passé, c'est quoi? C'est aller quelque part et dire voilà, on va mettre ceci parce qu'ils en ont besoin. Le Congo a besoin de tout. Le Congo a besoin de tout. Mais nous devons avoir la force de patienter, ne fût-ce que quelques mois, avant d'appliquer n'importe quelle nouvelle technologie ou nouvelle résolution. Lorsqu'il s'agit de la situation que nous sommes en train de traverser, vous parlez de boycott, c'est une bonne chose, mais pendant le boycott, il y aura quand même le peuple qui va aussi souffrir un peu. Bien sûr. Par exemple, en Europe, ça c'est je suis de la radio, donc je reprends beaucoup de musiciens. Ce sont des musiciens qui se plaignent, qui ne peuvent plus aller en Europe à cause de nos frères combattants. Bien sûr. Aux États-Unis, c'est un peu compliqué, ils ne peuvent pas faire ça nécessairement. Mais vous parlez aussi du boycott au Congo. Donc ça veut dire que vous boycottez certains aspects sociaux. Et il y aura quand même un aspect de la population qui va souffrir de cette situation-là. Que faudrait-il faire? C'est vrai que le boycott demande un sacrifice. Okay? Comme vous avez mentionné l'Europe, nous souffrons du manque de la musique congolaise en Europe. Donc c'est un sacrifice qu'on a fait. Et on a demandé à ce que les gens comprennent que on n'a pas besoin d'avoir la musique si notre pays souffre au moment où nous parlons. Bien sûr. C'est la même chose au Congo. Donc si vous demandez un boycott, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Une fois on a dit, voilà, même la bière qui nous rend un peu trop égarés au Congo, doit être interdite par la population, pas par le gouvernement. Mais si la population prend tout en conscience et se dit, voilà, on ne veut plus autoriser la bière jusqu'au départ de Kabila. Quand je dis jusqu'au départ de Kabila, ce n'est pas que c'est pour toute une année. Si on peut forcer la situation, c'est qu'on puisse forcer le gouvernement à agir. Le peuple va souffrir pendant un certain temps, mais c'est un sacrifice qui est un sacrifice de conscience. Où on peut se dire, voilà, bon, on va quand même manquer quelques aspects de notre vie, mais c'est pour le bonheur futur de la population. Et comme exemple, on prend un aspect de ces boycotts. On dit, voilà, on va boycotter les vendeurs internationaux qui sont en train de supporter ce régime, comme on vient de faire avec la France et l'Espagne. Bien sûr qu'on va souffrir, on va manquer quelques compromis, on va avoir quelques manquements et tout, mais à la fin, ça va nous bénéficier. Le Congolais à Kinshasa, au Congo, va se demander la durée de temps, puisque en janvier 2017, on a fait confiance à ce document qui a été signé par Tshisekedi et le président commence ils ont fait confiance que ça va durer 12 mois. Et pratiquement, nous avons dépassé les 12 mois et jusque-là, presque personne ne sait ce qui va se passer. Entre-temps, il y a des frères et sœurs qui sont en train de tuer. Alors, c'est bien de boycotter, mais le Congolais va se demander, au fait, la durée de temps, ça sera pour combien de temps? C'est ça aussi le problème. Non, mais on a qu'à étudier le passé. Combien de temps ça fait pour boycotter en Afrique du Sud? Il faut se donner un objectif et dire que ce que nous faisons, c'est jusqu'au départ de Kabila. Que ça prenne une semaine, que ça prenne 2 ans, que ça prenne 5 ans, c'est pour que Kabila parte, non seulement seul, mais avec son régime, avec son système entier. Et souvent, le boycott ne prend pas beaucoup de temps. On a vécu ça. Moi, je sais que nous sommes une génération qui a vécu ça, avec les grèves des étudiants. Moi, j'ai dans mon bulletin un vide de 3 mois. Parce que vers les années 70, quelque chose, il y avait une grève qui avait pris 3 mois. 3 mois. Et ça, c'était pendant la période dictatoriale de Mobutu. Voilà. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé. Il a bougé. Si on fait ça avec l'objectif du départ des Kabila, pas avec l'objectif de trouver le poste, de négocier le poste ministériel, nous allons arriver à notre objectif. Mais juste que, en étant journaliste, je veux aussi vous rappeler la différence entre le temps de Mobutu et le temps de Kabila. C'était que Kabila tue les civils. Mobutu, je ne suis pas trop sûr. Ce sera trop comme Kabila le fait. Donc ce sont des questions que je pense que le public va se poser. Donc c'est un peu ça. Mais je peux répondre à cela comment? La raison pour laquelle on a lancé ce système de boycott, c'est pourquoi? C'est parce que nous savons qu'il tue le civil. Voilà. Si vous restez à la maison en tant qu'étudiant, est-ce que Kabila est vraiment à la maison vous tuer? Non, c'est ce qu'on appelle une résistance passive. Ça, c'est intéressant. Donc, une résistance passive qui est vraiment très très forte. Si vous faites la grève en tant qu'étudiant, qu'est-ce qui va arriver?
Donc la grève pour vous, c'est différentes démarches. Bien sûr. Quand on fait la marche, on va à l'encontre de la police de Kabila, qui effectivement Exactement. Mais vous proposez la grève au lieu la grève, un nom pour les démarches. Exactement. C'est dire au monde extérieur. Parce que c'est que nous rencontrons ici aux États-Unis et partout en Europe, que nous ne faisons rien en tant que population. C'est dire à la population américaine, à la population française, belge et autres, voici ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de rejeter ce régime. Si nous faisons une marche pour un jour, c'est écrit dans le Paris Match, dans Le Monde, dans Le Soir, qu'il y avait marche au Congo. Mais c'est tout. C'est tout. Mais si vous faites une grève, qu'est-ce qui sera écrit? Que Kabila a été rejeté par le peuple congolais. Jusqu'à son départ. Jusqu'à son départ. Et là, vous ne serez pas tué. Il ne va pas venir chez vous toquer à la maison dire allez-y à l'école. Il ne va pas le faire. Mais il y a moyen de se mettre ensemble en tant qu'intellectuels et trouver d'autres moyens de boycottage qui peuvent faire pression partout pour qu'ils partent. Le dernier aspect que j'avais soulevé, c'est le fait que Kabila, pratiquement, comme peut-être vous l'avez, il avait la DSC. Voilà. Et Kabila a la police qui pratiquement exécute tous ces gens et finalement qui affecte le public, qui affecte nos frères et sœurs. Ça, c'est votre choix. Vous voulez dire un mot sur ça? Comme je l'ai dit au début, mon équipe en souffre. Okay? Au moment où je parle, il y a des gens qui sont en prison. Ils ont été arrêtés par la ministre de Kabila. Et même dans la voiture, quand mon leader des jeunes a été arrêté, la question qui a été posée, c'est est-ce que vous connaissez Lili Chemin? Comment vous le connaissez? Est-ce que c'est un sujet à arrêter quelqu'un? Et c'est pourquoi je dis aux gens, quand vous nous voyez ici dans la diaspora, ne pensez pas qu'ils n'ont pas peur de nous, qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ont peur, ils ont beaucoup plus peur de nous parce qu'ils savent que nous connaissons les portes diplomatiques ici. Ils savent que nous sommes en train de faire un travail sérieux. Ils entendent nos noms quand ils vont dans le bureau. Alors ça c'est très intéressant du fait que vous avez aussi adressé la parole à la diaspora. Essayez de dire un mot à la diaspora du monde, la diaspora congolaise du monde, pour leur faire comprendre, les encourager s'il le faut, et leur faire comprendre qu'effectivement vous êtes important. Merci. Je pense que nous pouvons prendre l'exemple de leur combat. Un combat qui a d'ailleurs inspiré ce que moi je viens de dire, le combat de la diaspora congolaise en Europe. Sans la diaspora congolaise en Europe, nous serons aujourd'hui pire. Parce que nous faisons face à un régime qui s'en fout de tout le monde, qui s'en fout de la communauté internationale, qui s'en fout du Vatican, qui s'en fout de la diaspora, des Congolais et de tout le monde. Donc sans votre apport, nous serons nulle part. Et votre apport nous a donné l'indication qu'il ne faut pas seulement les armes pour avoir un impact. Vous n'avez pas pris les armes pour boycotter la musique en Europe, vous avez pris l'initiative de le faire. Et maintenant ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un seul concert en Europe. Et les musiciens congolais pleurent à cause de ça. Ils pleurent. Donc sachez que, comme M. Lénine avait dit au début que le peuple congolais n'est pas fort en combat. Non, c'est le contraire. Nous avons seulement besoin des leaders, d'un nouveau leadership. Parce que le leadership actuel est fatigué. Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes techniques, des vieilles méthodes. Nous avons besoin de nouveaux leaders. Pas seulement moi, mais d'autres qui ont d'autres initiatives pour un peu faire face à ce régime, qui est un régime malsain. Donc il nous faut de nouvelles idées. Et c'est pourquoi je vous demande, comme vous m'avez posé la question de savoir comment on peut travailler ensemble. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas que l'argent, les idées. Comment on peut parler comme ça? Comment on peut se découvrir? Comment on peut avoir de nouveaux apports sans être de même parti politique? On ne peut pas seulement s'opposer par les idées, on peut aussi s'opposer par d'autres moyens. Bien sûr. Et se mettre aussi ensemble par d'autres moyens. Bien sûr. Ça c'est très intéressant. Encore une fois de plus, c'était le président Eddie Chouené, un grand leader ici à Cincinnati, Ohio, il est parti aux États-Unis, qui dans quelques temps, vous allez le voir et vous allez avoir la chance de parler avec lui. Peut-être une façon de le contacter, il y a beaucoup de gens, c'est le président de l'IAM. Le moyen le plus facile, c'est comme je l'ai dit, je parle toujours du monde digital. Il y a d'autres moyens, il y a les téléphones et autres, mais nous référons toujours au monde digital, qui est un monde beaucoup plus accessible. Mon nom sur Facebook, c'est Eddie Chouené, et le parti, c'est VIP, la Voix indépendante du peuple, mais la page Facebook, c'est RD Congo VIP. Donc si vous y allez, vous allez trouver les idées dont nous avons discuté, et vous pouvez ajouter vos commentaires, vous pouvez ajouter vos conseils.
et vous pouvez aussi nous aider à propager notre message. C'est très intéressant. J'allais terminer là, mais quand vous avez dit le roi indépendant du peuple, ça me rappelle aussi une thèse qui dit le peuple d'abord. Ouais. Les gens ont tendance des fois à voir que vous avez presque les mêmes idéologies. Bien sûr. Vous savez, hein, c'est comme la roue. Quand la roue a été créée, c'était une innovation. Mais depuis que la roue a été créée, toutes les roues se ressemblent. Toutes les roues se ressemblent. Que ce soit la roue d'un avion, la roue d'une voiture, ce sont tous les mêmes idées. Voilà. C'est très difficile d'innover. Hein, parce que souvent, vous arrivez à un point où vous avez les mêmes idées. Mais il y a quand même des différences. Si vous allez dans le détail, vous allez trouver des différences. Voilà. Mais nous avons tous les mêmes idées. Pourquoi? Parce que nous voulons tous la liberté, nous voulons tous la démocratie, nous voulons l'innovation, nous voulons le développement, et ce sont les mêmes idées. Encore une fois de plus, avec vous, c'était le président de VIP, président Eddie D. Schroeder. Merci beaucoup. Et c'est Patrick Lenga de 88.3 ici aux États-Unis, WIF à Cincinnati. Un plaisir.